Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, vous qui êtes des amoureux du voyage, qui adorez des destinations nouvelles, sous un angle surprenant, inattendu, nous sommes fiers de vous annoncer ce soir une naissance, celle du Salon du voyage insolite, car ça y est, il est né, et durant 3 jours, il a été porté sur les fonds baptismaux d'un des plus majestueux temples du féerique, du spectacle et de la performance circassienne, le cirque d'hiver Bouglione à Paris, grâce à Thierry Bouglione aussi, une des âmes de l'endroit. Il n'y avait pas plus bel endroit pour la naissance d'un nouvel événement, donc dédié au voyage, et donc à la découverte, à la surprise, à l'inattendu et aux rencontres humaines, car le monde du cirque a l'insolite inscrit dans son ADN pour pouvoir toujours attirer, surprendre et séduire son public. On est donc venu au salon, comme on va au cirque durant 3 jours, pour s'y nourrir de sensations nouvelles, pour frémir, pour rire. Dans cette émission, on va vous raconter tout ce qui s'est passé durant 3 jours en public, sous vos applaudissements. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et sur ce plateau, en direct du cirque d'hiver, sur la piste centrale majestueuse, c'est un endroit absolument sublime qu'on connaît depuis 3 jours, Daniel Benchimol, organisateur du premier salon du voyage insolite. Bonsoir Daniel. Muriel Attab, fondatrice de l'association Princesse Margot. Bonjour. Et Thierry Bouglione, directeur du cirque d'hiver, qu'on présente encore parce que vous êtes très connu. Le nom est connu en tout cas. Oui, le plus dur chez nous, c'est de se faire un prénom. C'est ça. Et votre prénom, c'est Thierry. C'est Thierry. Oui. Thierry, vous avez été dresseur, vous avez une histoire incroyable avec le cirque et vous allez nous raconter tout l'insolite de ce bâtiment qui a été construit en 1852. 52. Inauguration 52, même année. Hein, oui. Par Napoléon III. Napoléon III, oui. Et est-ce que vous savez que, par exemple, là, au moment où on se parle, sous ce plateau, il y a une piscine? Oui, la piscine fait toute la superficie de la piste et tout ce que vous voyez là descend à 4,20 m de profondeur. Il y a de l'eau en dessous? Non, en ce moment, il n'y en a pas. Mais on peut en mettre? Mais on peut en mettre. Et à quoi ça va cette piscine qui a été inaugurée par Mistinguett? Par Mistinguett, exactement, en 1933. Oui. Et on a fait les spectacles de Muriel ici. D'accord, très bien. Muriel Attab, Daniel Benchimol vous a invité à participer au Salon du Voyage Insolite parce qu'il a voulu mettre en avant votre association, et c'est tout à son honneur, de mettre en avant une association. Qu'est-ce que votre association défend comme cause ? Alors j'en profite déjà pour remercier Daniel d'avoir invité l'association Princesse Margot, parce que souvent, pendant ces 3 jours, on m'a demandé quel rapport entre Princesse Margot et le Salon du Voyage Insolite. Donc partout où on peut venir défendre la cause du cancer pédiatrique, c'est toujours intéressant de mettre l'accent sur cette maladie. Donc, le cancer des enfants. Le cancer des enfants qui touche aujourd'hui plus de 2500 enfants par an en France. Mmh. Donc voilà, merci Daniel, merci à tous les gens qui se sont arrêtés sur notre stand et à tous les auditeurs qui vont aussi découvrir l'association, mais aussi que malheureusement en 2023, il y a près de 3000 enfants et adolescents qui sont atteints chaque année d'un cancer, dont 20% ne guériront pas. Et le Salon du Voyage Insolite soutient votre action. Et vous pouvez faire un appel aux dons. Profitez maintenant pour faire un appel aux dons, parce que je sais que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Vous pouvez en profiter. Tout à fait, puisque l'association maintenant a 10 ans. Je l'ai fondée en 2012. Et nous avons différentes actions. Et effectivement, comme vous dites, ces actions sont menées par des bénévoles. Et toute action dans une association a besoin d'argent. Donc effectivement, c'est le nerf de la guerre. Et ces actions, c'est d'améliorer le quotidien de ces enfants malades et de soutenir la famille. Il y a 6 hôpitaux partenaires qui vous suivent, plus de 1000 familles suivies annuellement, et depuis 10 ans, 9500 enfants ont été pris en charge. Et j'aime beaucoup la punchline, si on peut dire, de votre association, la parenthèse enchantée des enfants malades, parce que l'idée, c'est de soutenir à la fois les enfants, mais aussi leurs familles, pour qu'ils restent ensemble pour affronter cette maladie et cette épreuve. Exactement. Quand un enfant est diagnostiqué d'un cancer, d'abord, il peut l'être pratiquement dès la naissance. C'est toute la famille qui est impactée, c'est toute la famille qui est obligée de soutenir l'enfant et qui subit des dommages collatéraux très importants. Donc il faut soutenir l'enfant, la fratrie, qui est très impactée également, et puis le papa, la maman et l'ensemble de la famille. Très bien. Donc oui, nous intervenons dans les hôpitaux partenaires de la région parisienne principalement, mais également de province, où on essaye de les distraire, en fait, d'essayer un maximum d'oublier la maladie et d'oublier cette épreuve. D'accord. Et l'appel aux dons, faisons-le. Alors l'appel aux dons sur le site internet www.princessemargot.org. D'accord. Et défiscalisé. Comment? Défiscalisé, c'est-à-dire que tout don permet de recevoir un reçu fiscal qui permet de déduire des impôts 66%.
D'accord, ça il faut le préciser, c'est important. Oui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir mis l'éclairage sur votre association Princesse Margot. Daniel Benchimol, on fait un petit bilan du Salon du Voyage pendant 3 jours au Cirque d'Hiver Bouglione. Déjà, comment s'est passée la rencontre avec Thierry? Il a été sympa, il vous a dit écoutez, moi je suis l'affaire, venez chez moi. L'événement a pu être... Ton micro est fermé, nous dit-on. Pourtant, on l'entend bien sur la... Et là, on m'entend? Là, on t'entend? C'est bon, allons-y. D'accord. Donc je reprends. Tu reprends, bien sûr. Je reprends. Donc ce que je sais en tout cas, c'est qu'effectivement, grâce à la rencontre avec Thierry Bouglione, l'événement a pu se réaliser ici. Et dès le départ, j'ai été plus que séduit, mais emballé par l'idée d'organiser le salon ici, au Cirque d'Hiver. Et avec les mois qui sont passés dans la préparation, plus on a avancé, plus je me suis dit que c'était une évidence. Thierry Bouglione, directeur du Cirque d'Hiver, quand vous avez vu Daniel arriver avec son projet de voyage insolite, ça vous a fait tilt? Vous vous êtes dit, c'est pour nous ça? Oui, parce que j'ai eu tout de suite le contact avec Daniel. Et chez les Bouglione, le contact c'est important. Oui, c'est très important. Le contact humain, c'est primordial. Oui, c'est très... Non, c'est l'image de la personne qu'on se fait au début et qui est très importante parce que il vit sa passion. Et le cirque, c'est une passion aussi parce que c'est très difficile à faire. Et Daniel a cette passion dans le regard. C'est vrai, cette passion du voyage et cette passion de bien faire les choses. Merci. Le voyage insolite, Daniel, comment il s'est passé le salon? Plutôt bien? Très très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Ah ben moi j'ai vécu les 3 jours, je trouve que c'est un succès. Le lieu, l'intérêt des voyages, les exposants et surtout les propositions qui ont été faites par tous les exposants. Je suis plus que ravi, effectivement, je considère un vrai succès. Les exposants qui ont joué le jeu avec nous, donc les premiers exposants du premier salon du voyage insolite, sont enthousiastes maintenant à l'issue de ces 3 jours de l'événement. Les visiteurs, je crois, ont été comblés, surpris et épatés par la variété des offres qui étaient proposées et évidemment la découverte et l'association du lieu du Cirque d'Hiver Bouglione à l'événement était vraiment encore une fois plus que la cerise sur le gâteau, c'était une grosse part du gâteau parce que l'endroit se prête parfaitement à cette féerie du voyage et vraiment cette association, plus j'avance, plus je vis l'événement, plus je me dis que c'est un don du ciel presque. Muriel Attab, votre ressenti quand vous êtes venu dans cet endroit que vous connaissiez peut-être déjà, non, étant jeune ou Alors, oui, je suis déjà venue à des spectacles ici. Oui, comme tout le monde, hein. Comme tout le Enfin, monde. comme souvent. Et d'abord, le cirque, c'est très important. J'en parlais avec Thierry Bouglione. Les enfants malades qu'on soutient, on leur offre cette parenthèse enchantée, comme vous disiez, et ça peut être n'importe quel endroit, un week-end, une fête, un spectacle. Et évidemment, le cirque fait partie de ces moments où on peut complètement s'évader et que les enfants adorent. Donc, Et en plus, les gens du cirque ont cette générosité. Exactement. Et cette bienveillance et cette hospitalité pour aller au-devant et soutenir souvent les enfants malades. C'est vrai, Thierry, hein? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Ils sont pour l'hiver prochain, pour le nouveau spectacle. Ils sont tous invités. On trouvera un aménagement justement pour les accueillir et tout. Ouais, c'est génial. Plaisir. Dans cet endroit, Thierry Bouglione, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu un film, Trapèze. Hollywood est venu installer ses caméras. Oui, c'est quand Hollywood a débarqué au Cirque d'Hiver. Ah, c'est incroyable. Et ça a fait connaître le Cirque d'Hiver dans le monde entier. Oui. Oui. C'est le film Trapèze avec Lolo Brigida. Burt Lancaster. Et Tony Curtis. Et Tony Curtis. Ouais. Un grand moment. Et d'ailleurs, non, c'est quand on a inventé le trapèze volant. C'est un petit peu plus tard. C'est plus tard. Parce que le trapèze volant a été inventé en 1859. Donc plus tôt, Il a pardon. été créé ici. Et c'est un Toulousain, c'est un Français qui a créé le trapèze volant, qui s'appelle Léotard. Léotard. D'ailleurs, tous les costumes des trapézistes s'appellent un léotard. Ça s'appelle un léotard. Donc l'idée du trapèze volant, c'était de lâcher le trapèze, De lâcher le trapèze pour en rattraper un autre. alors qu'avant on le faisait pas ça. Non, pas du tout, non. Le premier qui l'a fait, ça s'est passé sur cette piste. Et c'était un Toulousain qui s'appelait Léotard. C'est un endroit absolument mythique, Oui. absolument génial. Daniel Benchimol, vous, rapidement, vous avez 15 secondes. Quel est le petit voyage que vous voulez mettre en avant? On va en mettre plein en avant dans cette émission, mais la petite destination qui vous a plu,
Un de nos exposants qui a eu un succès fou, c'est malgré tout La Palisse, Oui. la petite ville dans l'Allier, sur la Incroyable. Nationale 7, qui a eu le génie ou la belle idée d'organiser tous les 2 ans la reconstitution d'un bouchon comme dans les années 60. Donc, C'est génial, les c'est assez participants rigolo. viennent avec leur voiture d'époque, en tenue d'époque, et pendant 48 heures, on revit des moments de la nostalgie des années 60. Je sais qu'ils font un carton tous les Absolument. ans, ils ont 30 000 participants. Et nous, on va continuer à vivre le cirque d'hiver en direct dans l'émission La France à découvrir sur Sud Radio. Dans un instant, on se retrouve avec tous les souvenirs de Thierry Bouglione et l'analyse de Daniel Benchimol sur le salon. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et retour en direct sur le plateau de la piste centrale du cirque d'hiver Bouglione à Paris pour ce premier salon du voyage insolite qui est né, qui a vécu déjà ces 3 premiers jours, qui est formidable. Et Jérôme Pitorin nous a rejoint. Il est journaliste, photographe, animateur d'Échappée Belle France 5. Jérôme, première question, quel effet ça te fait d'être au milieu du cirque d'hiver? Est-ce que tu en avais un souvenir déjà quand tu étais enfant? Et j'ai vu des spectacles ici, beaucoup, des artistes divers. Alors à la fois j'ai vu les spectacles de la famille Bouglione, j'ai vu aussi des artistes produire chanter ici. Et je trouve que le lieu prête à la proximité. Et voilà, en tout cas les spectacles de la famille que j'ai vus, notamment le premier que j'avais vu, je ne sais plus en quelle année c'était l'enchantement du cirque avec je sais pas, il y a une magie en fait dans ce lieu, parce que c'est peut-être l'histoire qui transpire aussi. C'est ça. De tout ce qui a pu se passer ici pendant, ça fait combien de temps? 70 ans? Oui, un peu plus. On l'a acheté en 1934. Ah oui, donc oui. Il est dans la famille Bouglione depuis 1934 et il s'est passé tellement de choses. Thierry a été dresseur sur cette piste, il a été acrobate, il a été présentateur, il a fait de la magie, il a fait un truc assez inédit, magie, disparaître et apparaître des lions et des félins. Oui, des fauves, oui. Des fauves. Oui, j'avais remplacé les colombes et les lapins par des panthères et des tigres. Et comment on fait disparaître un tigre? Je vais pas vous dire mon secret. Ah non, c'est sûr. Mais il faut y passer beaucoup de temps. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est quoi la qualité première du dresseur? Je pense qu'un bon dresseur, c'est quelqu'un qui est un peu psychologue. C'est vrai. Et qui est, d'abord, faut savoir que toutes les bêtes que moi j'ai dressées ou éduquées, je les ai eues bébés. C'est-à-dire que c'est des reproductions qu'il y avait dans les eaux, des amis à moi, et à partir de là, je les ai élevés au biberon. Donc le contact était complètement différent. J'avais une approche avec eux qui était comme un enfant avec ses parents, vous voyez. Mais il y a un lien très fort qui s'installe. Oui, très très fort. Oui. Et vous percevez presque mentalement, j'allais dire, l'état d'esprit du fauve. Vous savez s'il est bien, pas bien, de bonne humeur, mauvaise Oui, bien humeur. sûr. Comme on s'en occupe 24 sur 24. Parce qu'il faut savoir que avant que ça soit un travail, il faut que ça soit une passion. Absolument. Parce que vous n'avez pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, vous partez pas en vacances, vous êtes obligé d'être tout le temps là. Donc, si vous avez la chance, en plus de vivre de votre passion, c'est formidable. Mais c'est des contraintes qu'il faut quand même, il faut bien y penser. Il faut bien y penser avant. Ouais. Et 20 ans, vous avez vécu avec ces fauves. J'ai fait que ça, oui, bien sûr. Oui. Alors toute l'année, mais moi j'ai kiffé parce que c'était un rêve d'enfant de travailler avec des fauves. En plus que je les ai élevés, éduqués, dressés. Enfin bref, c'était. Et sur cette piste, vous les avez présentés au public sur cette plusieurs fois ici, oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous avez un souvenir marquant de cette période? Un souvenir qui vous a ému particulièrement? Un truc qui m'a ému aussi, par exemple, quand ma femme a eu notre premier enfant, elle est partie pendant une dizaine de jours et elle a travaillé avec moi. Hein, Donc les fauves, la voyaient tous les jours? Donc les fauves, les voyaient tous les jours. Et tout d'un coup, ils la voient plus? Elle la voit plus pendant 10 jours. Hein. Et quand elle est revenue, la première chose qu'elle a voulu, c'est aller les voir. Hein. Quand elle est rentrée dans l'endroit où ils étaient, ils ont sauté dessus, ils l'ont plaqué contre le mur, oui. Et ils ont poussé des hurlements. Je me suis dit, ça y est, elle va se faire manger. Non, ils étaient tellement contents heureux de voir, oui, qu'ils hurlaient, mais c'était magnifique. Rappelons qu'un tigre, c'est quand même oui, 1m80, 2 mètres, non? 2 mètres, oui. Un poids combien? Entre 160 pour les femelles et un peu plus pour les mâles. Et combien vous en avez eu en tout? Une dizaine. Hein. Une dizaine de tigres. C'est fabuleux cette histoire. Daniel, je me rappelle quand on s'est revus l'autre jour, j'ai eu la même réaction. Je suis sauté dessus. C'est vrai. C'est un gros câlin. C'est incroyable et c'était assez émouvant. Daniel Benchimol, vous parliez tout à l'heure de La Palisse, d'un de vos exposants. Un autre exposant comme ça qu'on peut mettre, dont on peut parler, qui a été remarquable? Ils ont tous été sincèrement, Ils ont tous été formidables. Assez exceptionnels, chacun dans leur catégorie. Il y a l'île de Sainte-Hélène. L'île de Sainte-Hélène, extraordinaire. Il a participé à son premier salon. Fabuleux. Une île de Sainte-Hélène, c'est grand comme Paris. Hein. Oui, super. 122 km², tu connais, Jérôme? Oui, non, je connais pas, mais j'ai discuté avec ce monsieur. Extraordinaire. Il y a quelques milliers d'habitants seulement. C'est grand comme Paris et il y a 8000 habitants. Donc imagine, c'est une petite île volcanique dans la mer. Bravo, et il se passe pas grand-chose, mais c'est juste un endroit préservé du temps. Et c'est d'ailleurs là, sur cette île, qu'on mesure la radioactivité du monde. Parce qu'elle est tellement loin de tous les champs magnétiques, de toute la pollution, que elle sert de maître étalon
Je dis ça, je dis rien. Je fais un peu genre comme Bien si... bossé, quand même, bien hein. sûr. Daniel, une autre destination? Autre destination qui a été marquante. On a eu des... attendez, dans tous nos exposants... Ah si, il y en a pas mal. L'Espagne. L'Office de tourisme d'Espagne qui est présent et qui a lui aussi remarquablement bien joué le jeu. Le cahier des charges était simple. On leur a demandé de venir exclusivement avec des propositions qui rentraient insolites dans notre thématique de l'insolite. Donc ils ont fait un énorme travail de sélection parmi toutes les propositions touristiques qu'on peut faire en Espagne. Et ils sont venus avec une vingtaine d'idées très très différentes et très très amusantes. Il y a aussi dans une autre catégorie les grottes qui étaient présentes avec nous, dont la grotte de la Cocalière, qui propose cette incroyable pyramide en plexiglas transparente et qui vous permet de dormir à moins 50 mètres à l'intérieur de la grotte. Et certainement une sensation très très particulière. Et c'était une des vedettes du salon parmi tant d'autres. On n'est pas gêné par le lever du jour, c'est pratique. Oui. Et Jérôme, toi, l'insolite, est-ce que quelque chose que tu vas chercher dans tes voyages? Oui, je pense. Et sous quelle forme? Alors sous quelle forme? Ça peut être une activité qui peut être insolite suivant la culture des pays dans lesquels on va. Ça peut être aussi de l'hébergement ou des plats assez particuliers. Et il est vrai qu'on peut manger un peu tout et n'importe quoi suivant les pays. Donc des insectes ou des choses comme ça ou des méduses crues. Bon, c'est plutôt insolite comme repas. Mais je pense que l'insolite quelquefois arrive. Sans qu'on s'y attende en fait. Et c'est aussi ce qui fait la magie du voyage, c'est quand on se fait surprendre par quelque chose qui n'est pas prévu et qu'on se laisse un peu emporter par le moment et on vit une expérience ou en tout cas quelque chose d'inédit. Thierry Bouglione, la saga Bouglione avec le cirque, elle a commencé comment? Elle a commencé dans les années 30. Par une histoire d'amour? Oui, c'est une gitane italienne qui a rencontré un marchand de soie. Ouais. Et ça a débuté comme ça. Oui. Il s'appelait Bouglione ou non? Oui, il s'appelait Bouglione. Oui. Mais le nom italien, c'était... C'était Bouglione. Bouglione. Ah oui, c'est ça. Et donc de là est née une union, forcément. Une union, et après il est parti avec elle, et ils ont comme... Et ils se sont dit, tiens, on va ouvrir un cirque. Oui, enfin, avant de monter du cirque, ils ont eu des enfants, et après ils ont fait pas que du cirque, hein. Ils ont fait le premier roller skate de Bâle. Ah oui. Ils ont fait des roller skate de Bâle. Oui, ils ont fait aussi ils en ont tellement fait. Ils ont fait des concours de boxe. Ah oui. Alors ça c'est rigolo les gars. Ouais. Ils allaient dans les villages et ils provoquaient tous ceux qui voulaient les affronter. Ils leur donnaient une prime en combat de boxe et si jamais ils gagnaient, ils leur donnaient une prime. Mais ils gagnaient pas souvent. Non, parce qu'ils étaient costauds. Oui, c'est ça. Et c'est génial quand même cette histoire d'aller comme ça dans les villages et de se provoquer en boxe. Et après la saga Bouglione, ils ont arrêté d'être itinérants. Oui, quand ils sont rentrés au cirque d'hiver, oui, bien sûr, oui. D'accord. Mais on a repris plusieurs fois la route, hein. On n'a pas fait que de rester au cirque d'hiver. Mmh. Et là, vous, dans votre famille, vos deux enfants font aussi partie du cirque. Bien sûr, oui. Bien. Alors Victoria. Il y a Victoria, puis il y a Sampion, mon fils. Et Victoria, elle fait quoi? Ils sont tous les deux artistes. Oui. Et ils voyagent dans le monde entier. Et Victoria fait du hula hoop? Entre autres, oui. Oui, entre autres, pas que. Pas que. Mon fils fait un numéro aérien avec sa femme. Alors ça, décrivez-nous le numéro aérien de votre fils. Décrire, c'est difficile. C'est difficile. Disons qu'il joue du piano. Il a un grand piano de concert. Sa femme est dessus et elle fait des exercices avec des sangles. Elle monte, elle redescend et à chaque fois elle atterrit sur le piano. Et lui, il l'accompagne. Et à la fin, ils s'envolent tous les deux. Ils font un ballet aérien. C'est une très belle idée. Bravo. Oui. Jérôme Pitorin. Oui. Le cirque, est-ce que il y a une discipline que vous aimeriez exercer? Parce que avec Thierry, on va remettre en place le gala des artistes. Oui, alors moi c'est le dressage de puces, puisque Thierry est dresseur, je pense que c'est pratique. Et puis je pense que maintenant avec oui, je pense que tout le monde est bien équipé au niveau visuel. C'est bien. On a très bons opticiens en France. Il y a moyen que le spectacle soit très spectaculaire, même de loin, quoi. Absolument. Ouais. Daniel? Non. Non. Le cirque, c'est pas votre truc. L'effort physique, tout ça, c'est pas votre truc. Oui, mais... Un autre salon, un autre exposant que vous aimeriez mettre en avant, Daniel, qui a été participé au premier salon. Il y a le Game Hotel qui a été aussi le Game Hotel, un grand excellent. Succès. Alors globalement c'est un hôtel qui se revendique comme le seul et unique au monde hôtel escape game. Donc au lieu de faire 2 heures de jeu comme en règle générale dans les escape games, là vous allez passer la nuit et dès que vous faites votre réservation, il y a toute une scénarisation autour de votre arrivée et vous allez vivre 16 heures d'une
intrigue, très bien construite, et dormir bien évidemment, et vous restaurer et vivre ce moment-là. Et ils ont eu un super succès, et ils avaient un très joli stand. Donc, Ouais, très joli. Thierry Bouglione, vous disiez tout à l'heure que c'est un métier, c'est une passion et qu'on peut pas comme ça partir en vacances tout le temps parce qu'on a 25 panthères à s'occuper ou tigres. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un peu plus libre et quel voyage vous faites si vous êtes un voyageur ou pas? Ah oui, j'aime bien. Moi, j'aime bien aller dans voilà. les pays que je connais pas. Alors par exemple, J'étais au Japon il y a pas tellement longtemps. paraît que c'est alors le Japon, grand coup de cœur de Jérôme Pitorin. Ouais, moi aussi d'ailleurs. Ah oui. Oui, c'est un dépaysement total. Total. C'est. Oui. On perd ses repères. Oui, vraiment. Oui. Et surtout quand vous prenez le métro au Japon. Ah oui. Par rapport à ici, c'est quelque voilà, chose. c'est ça. On est discipliné. Il y a la rangée qui sort et la rangée qui rentre. Oui. Ça c'est marquant, le côté très structuré. Oui. oui. Le respect, en fait, c'est la base même, je pense. Personne ne traverse la route si c'est pas à eux de passer. Enfin, c'est tellement. Bon, ça va pour aller en vacances. Je pense que je pourrais pas y vivre. C'est tellement carré que j'ai du mal à m'adapter. Et c'est surtout très propre, il paraît. Enfin, j'y suis jamais allé. Ça ne se résume pas qu'à ça. Il y a aussi une culture extrêmement riche, historique et beaucoup de choses exceptionnelles. Que ce soit dans les coutumes, la cérémonie du thé, pour ne parler que de ça, mais voilà. Et puis quand on fait Tokyo et Kyoto, on voit la partie historique avec Kyoto, mais on voit aussi Kyoto, les temples en or, c'est magnifique. Extraordinaire. Et puis cette ville de Tokyo qui est, je sais pas, c'est une fourmilière en fait. Ah oui. C'est dingue, c'est dingue. Et c'est des grands buildings, c'est comme ça. Il y a des grands buildings, il y a des très grands buildings. J'étais monté en haut de la plus grande tour, qui était à l'époque la deuxième plus haute au monde. Je sais plus combien ça faisait de centaines de mètres, avec quelqu'un qui était un chauffeur de pousse-pousse en fait, et qui n'avait jamais vu sa ville d'en haut. Il est extrêmement ému qu'on l'emmène là-haut. C'était un très beau moment. Ah oui. Le marché aux poissons à Tokyo est... Ouais, le prix des poissons aussi. C'est un peu cher. Ah, un peu, oui. Alors, mais la vie est très chère. Ah oui. Oui, il y a des thons qui font plus de 20 ou 30 000 $ le kilo. Oui. Le thon. De thon, Ah oui, c'est Première pêche. Ouais, c'est ça. Et Thierry Bouglione, qu'est-ce qui vous a plu à Tokyo? Vous avez fait Paris-Tokyo et puis après vous avez un peu... Après, on a été à Kyoto, où il y a les temples en or, on a été à Osaka, mais j'avais déjà été avant parce que j'ai travaillé pendant 3 mois là-bas. D'accord. Et Pour le cirque. Oui, enfin on faisait un spectacle de cirque dans un grand building à Osaka. D'accord. Et c'était quoi comme spectacle? Un spectacle de cirque. Oui, complètement. Oui, bien Entier sûr. avec des animaux. Ils avaient pris un spectacle européen ils n'ont pas l'habitude là-bas de voir ce style de spectacle. Ouais, d'accord. Et on parlait tout à l'heure du gala des artistes, on va en reparler tout à l'heure et vous nous direz pourquoi, et ça vous allez vous marrer les gars, pourquoi ce gala qui était formidable, qu'on retransmettait à la télé, ça s'est arrêté brusquement. On vous saurez la réponse dans quelques instants. On se retrouve sur Sud Radio, on marque une petite pause, à tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et avec Daniel Benchimol, organisateur du premier salon du voyage insolite à Paris au Cirque d'hiver Bouglione, Thierry Bouglione, directeur du Cirque d'hiver, et Jérôme Pitorin, journaliste, photographe, animateur échappée belle, France 5. On vous dit tout sur le monde du voyage, sur le monde de l'insolite et sur le Cirque d'hiver. Et on va faire partager l'anecdote que vous nous racontiez hors antenne, Thierry. Celle où le spectateur, il n'y a aucun spectateur qui est à moins de 20 mètres. Exactement. Quand vous êtes du centre de la piste au dernier rang, la personne est à 20 mètres seulement et il y a 1500 places. Donc il n'y a aucune salle dans Paris Qui a ce style de forme. de configuration. Oui, bien sûr, à 360 degrés en plus. Et c'est énorme. Et même dans le monde, peut-être. Bah non, dans le monde, il y a beaucoup de cirques, hein, mais comme celui-là, à mon avis, il fait partie des plus beaux. Hein. Et vous racontiez aussi que lorsque vous étiez présentateur, ici, il n'y avait pas de micro sans fil. Donc il y avait un fil qui allait jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Oui. Comme il s'appelait la piste aux étoiles. Oui, comme ça, oui. Roger Lanzac. Roger Lanzac, c'est exactement. Moi, j'étais un petit peu plus jeune que Roger. C'est vrai. Autrement, je serais peut-être pas avec vous. C'est vrai. Et oui, quand la cavalerie, des fois, il y avait des 20 chevaux sur la piste. Une fois qu'ils avaient passé sur le cap du micro, le micro, il marchait plus. Il était détruit. Alors, il faut se mettre en plein centre, ici, là. Ici, là. Il y avait la colonne de son. Et en parlant normalement un petit peu plus fort que la normale, eh ben, les gens au dernier rang vous entendent. D'accord. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi le gala des artistes, qui était quand même un grand moment de télé, un grand rendez-vous pour tous les Français, a sombré et on n'en entend plus parler? Alors, ce qu'il y a, c'est que à l'époque, à grande époque, quand il y avait Louis de Funès, Bourvil, Fernand Reynaud, Belmondo, Alain Delon, ils faisaient des numéros extraordinaires, mais ils répétaient pendant 1 an. 1 an de répétition. Minimum. 1 an. Ah oui. Pendant 1 an. Alors, ils répétaient pas tous les jours, on est bien d'accord. Mais ils répétaient, donc, ils faisaient des numéros extraordinaires. Belmondo, il a fait la moto sur le fil à 25 mètres de haut.
comment il s'appelle, Alain Delon, il avait fait un numéro de trapèze Washington, mais il était en roue, il n'était pas à 3 mètres du sol. Il l'a vraiment fait. Il l'a vraiment fait, bien sûr. Donc ils étaient coachés pendant un an. Oui. Ici, ils venaient dans le cirque. Alors, ou ils venaient répéter ici, ou directement avec l'artiste qui leur montait le numéro. Donc il fallait qu'ils apprennent tous les mouvements, qu'ils imprègnent. Et la plupart, il fallait qu'ils prennent de la force aussi. En plus, ouais. Bon, Belmondo, il n'y avait pas de problème. Hein. Non. Mais Louis de Funès, ils avaient besoin de prendre un peu de force. Oui. Ouais. Un an de répétition. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que les artistes aujourd'hui n'ont plus envie de passer du temps. Ils sont pris. Ils ont des plannings qui leur permettent pas de dégager autant de temps que. Ouais. Et à l'époque, le gala de l'Union des artistes, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Hein. Absolument. C'était un peu comme une grosse remise de prix, si vous voulez, mais en spectacle. Oui, c'était un gros passage obligé. Un gros passage, oui. C'est comme une sorte d'Olympia, une consécration. Il y avait Jerry Lewis qui faisait le clown. On a eu la Calas qui a présenté un numéro d'éléphant. Oui, c'est vrai. À l'époque. Il y avait moins d'offres à la télévision à l'époque, donc c'était un moment vraiment très important et très suivi. Oui, très important. Les artistes sont tellement sollicités maintenant que. Et c'était un moment de créativité aussi, de numéros. Je pense on mettait des numéros comme ça en place. Le cirque a mis en place des numéros inédits, notamment chez les Bouglione. Par exemple, je me souviens qu'une fois, j'avais vu un spectacle et les animaux, enfin les fauves étaient, il n'y avait pas de cage. Oui. C'était une des premières fois où je voyais ça, c'est moi qui le faisais, ça. C'est ça, oui, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. C'est Thierry Bouglione, c'est vous qui le faisiez à l'époque. Moi, j'ai vu en province ce spectacle. Vous avez tourné en province? Oui, j'ai tourné un peu partout. Ouais, il me semble que je l'ai vu sur. Ouais. Donc les fauves étaient tenus en laisse. C'est vous qui l'avez inventé, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais enfin, si vous voulez, dans le monde entier, on devait être 5 à faire ce genre de style de dressage. D'accord. Voilà. Et donc ça nécessite aussi un apprentissage très particulier. Ouais. Comment ça se passe? Vous n'avez pas le droit à l'erreur là. Parce que s'il y a pas de cage, s'il se tire, ouais, c'est ça. Et il n'y a jamais eu de soucis particuliers. Non, jamais. Ils ont été toujours bien tenus. Non, c'est qu'ils étaient. C'est comme des enfants, je veux dire, il faut les intéresser. C'est-à-dire, il faut que ça soit un plaisir et pas une corvée, pas une obligation. Moi, à chaque fois, j'allais les chercher pour déjà la musique avant qu'on devait travailler, ils étaient déjà prêts pour sortir. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Il faut que ça soit comme une récréation, vous voyez. D'accord, c'est un moment créatif pour eux. Oui, un peu. C'est des artistes aussi, ils prennent du plaisir à travailler. Moi, j'ai un de mes fauves, il faisait des trucs en piste que je pouvais pas lui faire en répétition. Ah oui. Oui. Il était cabotin. Il était très cabotin. S'il n'y avait pas de public, il le faisait pas. Il sentait qu'il y avait de la lumière, il disait c'est mon jour, c'est mon heure. Ah ouais. Je lui demandais comment il est le public et il tirait la langue jusqu'à là. Puis, et ça, si je lui demandais en dehors du spectacle, il le faisait pas. Ouais, c'est marrant ça. Donc chaque animal avait sa personnalité. Oui, bien sûr. Oui. Et là-dessus, vous jouiez là-dessus pour obtenir le meilleur des animaux. Je pense qu'un bon dresseur, un éducateur de faux, c'est un peu un psychologue. Ouais. C'est celui qui sait qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec tel et tel animal. C'est pas de lui faire faire un truc pour lui faire faire. Il faut aussi que lui, il ait envie de le faire et qu'il prenne du plaisir. Absolument. Daniel, est-ce qu'on peut parler de l'écolodge magnifique? Oui, bien sûr qu'on peut parler. Excellent cet écolodge. Oui, l'écolodge était un de nos exposants, effectivement. Alors, ils ont conçu un domaine qui s'appelle le domaine de la rêverie. Sur la thématique du rêve. Exactement. Et quand vous rencontrez le propriétaire des lieux, vous comprenez immédiatement à quel point c'est sincère, et que sa démarche est profonde, et que ce qu'il propose à ses visiteurs, résidents, clients, on les appellera comme on voudra, est vraiment exceptionnel. Ils ont fait un travail avec des budgets relativement restreints, mais une conception très 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 fine et très unique. Donc c'est vraiment très respectueuse de l'environnement. Toilettes sèches. Ouais. Gestion de l'eau économique et gestion des déchets aussi. Avec ils ont recréé une petite île au milieu d'un étang qu'ils appellent l'Orangerie, et dans lequel on peut s'isoler, être complètement coupé du monde, dans un écrin de verdure, et vraiment s'isoler et devenir presque moine bouddhiste en 3 jours. Oui, puis c'est un habitat responsable, comme tu le disais, et puis on est en immersion dans la nature. Et puis ce que j'aime bien dans leur concept, moi, c'est que on a des habitats qui sont différents. On peut aller dans un tipi, on peut aller dans une verrière, on peut aller dans différents types d'habitats en bois. Et je trouve ils proposent une variété, en tout cas, qui est intéressante. Ils ont cherché à ne pas impacter l'environnement dans lequel ils s'installaient le moins possible. Et ça, c'est aussi un tour de force. On s'est arrêté aussi pendant ces 3 jours en Bretagne, à Pontivy, où là, je ne savais pas, mais Pontivy s'appelait la ville Napoléon. Ah oui, Napoléonville. Napoléonville, pardon. Ouais. Napoléonville. Alors, et c'est vraiment Napoléon avait décidé de faire de cette ville une ville-étape pour les ports. Il s'était dit, voilà, ce sera ma ville. Donc il avait commencé à construire une ville à sa gloire. Exactement. Et il y a encore aujourd'hui un train qui s'appelle le Napoléon Express, que vous pouvez emprunter en embarquant à Pontivy.
Bon, il n'a d'express que le nom. Oui. Et c'est amusant cette connotation Napoléon parce qu'on l'a retrouvé tout du long du salon, bien entendu, avec le cirque d'hiver, avec certains de nos exposants, l'île de Sainte-Hélène, avec la Louisiane. Oui. En Louisiane, il y a une ville qui s'appelle aussi Napoléonville. Bref, c'était un trait d'union autour du salon que j'avais pas tout à fait prévu, et au fur et à mesure des avancées, j'ai réalisé qu'il était omniprésent. Mais on peut dire que l'esprit de Napoléon flotte sur nous. Presque. Ça fait presque peur, hein. Mais non. Napoléon, c'est lui qui a ordonné la construction. Oui, bien sûr. Il a fait appel à quel architecte? C'est Hirtov qui a... Hirtov. Oui, oui. D'accord. Et c'est le duc de Morny qui a demandé à Napoléon pour pouvoir construire le cirque d'hiver. Le duc de Morny qui était le demi-frère de Louis-Napoléon. Ah, mais quelle famille. Ouais. Et la construction a été faite en 9 mois? 8 mois. Exactement. 8 mois, 8 donc mois. extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Béton, ciment, bois. Oui, exactement. Oui. Béton, ciment, bois. Des coulisses particulières? Non, pas spécialement, mais c'est Une machinerie extraordinaire ou pas du tout? Non, très simple. Oui, c'est simple. C'est en fait l'équivalent d'un chapiteau en dur. Oui, exactement, oui, c'est ça, oui. Et est-ce qu'on peut... Pardon, Oui, j'ai entendu parler d'une piscine aussi qui faisait Oui, j'en ai parlé déjà. au début. Ah, pardon, j'étais pas là-dessus. Non, c'est pas grave. Excusez-moi. Elle était en dessous. J'en ai parlé. On peut l'ouvrir. D'accord, j'ai pas mon maillot. Si hein. tu nous énerves, on l'ouvre. Bon, ok. C'est comme disparaître les fauves comme ça. Ce que je peux vous raconter, c'est comment les Bouglione ont acquis le cirque d'hiver. Hein. Oui. Ça, c'est Allez-y. rigolo. Parce que c'est une anecdote et elle est vraie en plus. Ah oui, parce qu'avant, c'était pas vrai tout ce que vous avez dit. Non, pas tous. Non, mais je plaisante. Mais dans les années 1930, il y avait un troupeau d'éléphants en Allemagne qui était à vendre. Il y avait 25 éléphants achetés. Et les frères Bouglione très intéressés, donc ils vont voir Les éléphants? les éléphants. Ils se mettent d'accord avec celui qui les Sur vend. un prix? Sur un prix, évidemment. Mais pour transporter 20 éléphants, on les transporte pas comme ça. Il faut faire des semis, remorques renforcées, enfin bref. Donc il dit, on finit la tournée, qui a duré 9 mois, et après on vient les chercher. Mais à l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme maintenant, Oui. et tout ça. Et les frères Amar, qui étaient les concurrents directs des frères Bouglione, ils ont été voir le propriétaire des éléphants, il dit voilà, les frères Bouglione, ils nous envoient, ils ont fait une très mauvaise saison, ils ont plus de sous pour acheter les éléphants, mais nous on les prend au même prix. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ils les ont doublés? Oui, ils les ont doublés, et ils ont acheté les éléphants. Mais comment ça s'est réglé après ça? Alors, ils ont été là-bas, évidemment, il n'y avait plus d'éléphants, ils ont été voir les frères Amar, il dit, tu sais, dans la vie, la roue, elle tourne, et un jour, on va se venger. Ah oui? Et ça a mis quelques temps, quand même, et un jour, le cirque d'hiver est à vendre. Et ils entendent que les frères Amar, ils étaient très, très intéressés pour l'acheter. Les frères Bouglione, pas du tout, parce que moi, j'ai des photos où ils montent le chapiteau en dessous de la tour Eiffel. D'accord. Donc, ils pouvaient, à l'époque, monter Ouais. n'importe où. Bien sûr. Mais il y a l'un des frères qui dit, ben écoute, on va quand même y aller pour voir quand même. Et puis la vente aux enchères commence, et les frères Amar vont pour avoir le cirque d'hiver. Et là, les 4 frères se regardent et disent, ils l'auront pas. Maintenant, nous, on double le prix, on rachète les dettes et on garde le personnel. Demandez à M. Amar s'il peut faire ça. Génial. Et il a fait non. Ouais. Et le plus vieux des frères est passé devant et dit, t'aurais pas dû nous prendre des éléphants. Eh ouais. Moi, les frères Amar, tous les matins, je les remercie parce qu'on a les éléphants, on les aurait pas, le cirque d'hiver, on l'a toujours. Et la vengeance est un plat qui se mange froid. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, les frères Amar? Alors, plus de quelques années plus tard, ils ont fait faillite. Et comme ils étaient vraiment rancuniers, eh ben ils ont racheté le cirque. Ah oui, c'est vrai. Et quand vous voyez un cirque qui tourne sur le nom Amar, en fin de compte, c'est un franchisé et le nom appartient à la famille Bouglione. D'accord. Ah ouais, c'est toute une histoire. Hein. Il y a un jeu comme ça de pouvoir, Bah oui. C'est incroyable. C'est une belle histoire. Ouais. Jérôme Pittorin, vous aimez le cirque, évidemment? J'aime bien le cirque. Alors moi, je suis pas très fan des animaux au cirque, Oui. parce que voilà, bon, c'est peut-être maintenant plus le cas puisque je crois que. Parce que vous vous dites qu'ils sont mieux dans la nature qu'ici. Oui, et puis Il a une je sais réponse, qu'il y a- Cyril, là-dessus. Je sais qu'il y a plein de cirques, il y a plein de personnes qui travaillent avec les animaux et les conditions sont pas toujours les mêmes suivant les structures. Oui, Donc, bien sûr. Voilà, il y a des structures. Bah, comme dans les n'importe vôtres quel qui étaient métier, il y a confortables. des bons et des mauvais, Voilà, comme chez vous. Hein. Exactement, comme chez moi. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours très simple pour les animaux dans certaines conditions. Mais alors, ce que j'aime dans le cirque, moi, c'est la magie, l'inventivité, les prouesses que peuvent arriver à faire ces gens qui travaillent durement. Et qui travaillent tout jeune, hein. Je pense que commence Oui, on dans commence vos métiers. Alors c'est le seul. Enfin, je connais pas tous les métiers évidemment, mais c'est un des métiers où on peut commencer très très jeune et finir très très vieux. On change de poste au fur et à mesure exactement. avec On l'âge. change de numéro, ouais. Voilà. Par exemple, les animaux, on le fait pas tout de suite. Hein. On le fait qu'à partir d'un certain âge. Quand vous travaillez avec un fou, vous pouvez pas commencer quand vous avez 15 ans. Hein. Vous voyez, faut avoir la tête sur les épaules. Thierry, en préparant cette émission, me disait, ici, je suis dans mon EHPAD.
Hein? Oui, parce que quand on a fini de voyager à travers le monde et d'avoir fait beaucoup de spectacles, quand on rentre au cirque d'hiver, et puis là, Un magnifique EHPAD rouge et rond. Oui. On se retrouve tout de suite, mes amis, pour continuer cette émission en direct du cirque d'hiver Bouglione à Paris. La France à découvrir sur Sud Radio avec Thierry Bouglione, Daniel Belchimol et Jérôme Pitterin. Encore un quart d'heure à passer ensemble. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et en direct du salon du voyage insolite situé au cirque d'hiver Bouglione, nous sommes sur la piste centrale pour partager avec Daniel Benchimol, Thierry Bouglione, le directeur du cirque d'hiver, et Jérôme Pitterin, toutes nos impressions sur le monde du cirque et du voyage, qui sont assez liés d'ailleurs ensemble, hein, Thierry. Le cirque et le voyage, ça va ensemble? Votre micro. Oui, excusez-moi, oui, bien sûr. Le voyage fait partie du cirque. Hein. Le cirque, en général, c'est itinérant. Hein. C'est vrai. Et on parlait hors antenne. Un débat s'est instauré entre Jérôme Pitterin et vous sur la notion de dressage sur un animal. Oui, bien sûr. Vous, le dressage, je sais que c'est l'école de la patience, c'est l'école de l'amour, et c'est l'école de l'écoute de la bête. Et Jérôme lui disait qu'il avait été traumatisé par des gens qui dressaient leurs animaux à la schlag ou à la... Bon, c'est pas du tout la même conception que vous avez. J'imagine, j'espère, oui. Prenez par exemple des journalistes qui font leur métier et ceux qui font les paparazzis. C'est deux journalistes complètement différents, à l'opposé. Il y en a un qui durera pas longtemps par rapport à l'autre. Hein. Non, c'est sûr. Il y a deux façons de faire son métier, une bonne et une mauvaise. Exactement. Et c'est Robert De Niro qui disait ça dans la vie. Il y a deux façons de faire les choses, une bonne, une mauvaise et la mienne. Donc il y en a trois en fait. Daniel Benchimol, un petit bilan sur ce premier salon du voyage insolite. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà qu'on le réitérera? C'est plus que dans l'air. Ouais. Voilà. Oui, je pense. Est-ce que ce sera au cirque d'hiver Bouglione? Je pense que faut voir ce que Thierry Bouglione... moi, je suis toujours prêt à les accueillir. Hein. Oui, bien sûr. C'est un très très bon moment. Hein. Ouais, ça a été 3 journées fabuleuses, sincèrement. D'avoir la chance d'être ici, pour nos exposants, j'espère pour le public qui est venu. Et on n'a qu'à voir le succès des visites que l'on a proposées. Donc on a proposé des séries de découvertes du cirque d'hiver avec 3 départs par jour pour les visiteurs du salon. Et c'était des départs qui étaient remplis à chaque fois. Et au retour, à la fin de ces excursions, les gens étaient enthousiastes d'avoir pu découvrir l'histoire et le bâtiment et ses secrets. C'était vraiment, ça faisait partie prenante du salon. C'était une des choses qu'on voulait faire, associer intimement le cirque et le salon, pas que ça soit juste un bâtiment où se passe le salon, mais qu'il y ait une vie commune entre les deux et une balance, et d'où aussi cette idée d'avoir ce plateau avec tous les événements qui sont déroulés, les rencontres, les interviews, les artistes qui sont passés. Donc vraiment faire un tout. Et je crois que la sauce, la mayonnaise, je sais pas comment dire, la recette a bien pris, et c'est vraiment en tout cas personnellement, je suis plus que ravi et heureux. Et un des gros succès du salon, ça a été la voyance. Bien sûr. Cette voyante a été, je sais pas si dans le cirque, les voyantes, on y croit beaucoup. Si, c'est plutôt, hein? Oui. Oui, quand même, hein. Un petit peu. Beaucoup même. Donc cette voyante a eu un succès phénoménal. Grand succès. Et puis on a eu notre monsieur loyal à nous. Absolument. Qui est un peu le chef d'orchestre et qui a accueilli tous les visiteurs en leur expliquant un petit peu le programme de tout ce qui allait se dérouler, en plus de nos exposants. Et il a été le maître d'œuvre vraiment de l'accueil, et ça a été aussi une des clés de la réussite. Je pense que l'ensemble de ces métiers réunis ici a fait un résultat très particulier, assez unique, je le souhaite, et très plaisant. Je vois le public, les visiteurs qui ont fait plein de choses différentes. Ils sont allés voir les stands, ils sont venus sur la scène, ils sont allés faire une visite des coulisses, par exemple, ou rencontrer la cartomancienne. Bref, vivre un moment. L'idée, c'était, avec ce salon, de proposer à nos visiteurs de vivre un petit voyage insolite le temps de leur venue, que ça soit pour 1 heure, une demi-heure ou plus. Et je pense que c'est réussi. Et sur cet aspect-là, enfin, sur l'ensemble d'ailleurs, mais sur ce point-là, qui était un petit peu un challenge, je pense que ça a très très bien fonctionné. C'est vrai. Et pour en revenir à la cartomancienne, je suis allé lui demander alors, qu'est-ce qu'on t'a demandé? Alors, on m'a demandé 2 choses. 1, est-ce que je vais me marier? Bon, oui ou non? Et 2, est-ce que mon mari est fidèle? Ah oui, c'est 2 choses qu'on demande aux voyantes. Est-ce que c'est souvent des femmes d'ailleurs qui consultent les voyantes et elles demandent est-ce qu'elles vont se marier dans l'année ou l'année prochaine, on sait pas, et avec qui. Alors elles disent je vois un chauve, un barbu, machin. Et après les questions des femmes qui ont des maris, elles demandent est-ce que mon mari est fidèle. Voilà. D'accord. Comme quoi. Sachez-le les gars, c'est des trucs. Très bien. Moi j'ai demandé s'il y avait une 2e édition, elle me l'a confirmé. Deuxième édition du salon du voyage. Tous les astres s'alignent alors. Très bien. Jérôme, votre prochain voyage, ce sera quand? Je pars dans 10 jours, on va tourner un petit peu en France, je fais la Via Rona, c'est une,
on va dire une piste cyclable, c'est une route cyclable qui parcourt plusieurs centaines de kilomètres, qui part des Alpes et qui va jusque dans en Méditerranée. Ensuite, je vais aller en région angevine, puis ce sera Madagascar, le Canada, D'accord. un peu plus loin. Voilà. Et les grands événements au cirque d'hiver? Les prochains, là, c'est les grandes écoles, les remises de prix. Oui, il y a beaucoup d'écoles qui viennent ici dans ce bel écrin pour faire des remises de prix. Oui, il y en a beaucoup toute l'année. Il y en a. Et quelles écoles? C'est des grandes écoles de prestige? Bien sûr. Ouais. Et je sais que vous vivez des moments assez forts. Vous m'avez raconté en préparant cette émission qu'il allait y avoir des choristes qui vont venir ici. Oui, mais alors là, c'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle. Ils viennent juste pour répéter. Ça, c'est pour vous perso. Oui, C'est un petit plaisir perso. Oui, parce que là, je vais venir voir quand même, parce que incroyable. c'est un philharmonique qui s'installe dans la piste, et il y a 1500 choristes qui remplacent les fauteuils, là où il y a les fauteuils, et ils font un concert, enfin une répétition en live, quoi. On imagine que ça va être formidable. Oui, sûrement. Oui. Et tous, il y aura des instruments ici, Oui, il y a un orchestre philharmonique. Orchestre philharmonique Oui. plus choristes. Plus 1500 Et choristes. c'est juste pour une répète. Juste pour une répète. Quel dommage. On parlait de l'insolite. Est-ce qu'on peut visiter les coulisses et qu'est-ce qu'on découvre quand on visite les coulisses du cirque d'hiver? D'abord, c'est quand les coulisses, les visites? Les visites, c'est programmé. Il faut aller sur le site du cirque d'hiver. C'est pas tout le temps. Et après, ils sont accueillis à l'entrée par quelqu'un qui leur explique la vie du bâtiment, la construction, enfin tout ça. Et puis après, ils leur font visiter les intérieurs, la piscine entre autres. Ils leur font visiter aussi. Il y a un musée à l'intérieur, un musée familial. D'accord. Où c'est qu'on peut accueillir une trentaine de personnes à chaque fois. Et ils visitent ce musée qui raconte l'histoire des Bouglione, comment ils ont débuté jusqu'à maintenant. Et on voit quoi? Des costumes? Oui, bien sûr. Parce que le costume de cirque, c'est quand même un truc extraordinaire. Ouais. Vous en avez porté beaucoup de costumes, vous? Oui, j'en ai eu pas mal, oui. Vous vous souvenez comment ils étaient? Oui, bon, je les aimais bien. J'avais beaucoup de costumes en cuir à l'époque. Ah oui, vous étiez très cuir, vous, à l'époque. Ouais. Mais vous étiez acrobate au départ. Oui, aussi, oui. Acrobatie, ça veut dire quoi? Au sol? Des acrobaties au sol, oui, bien sûr. Donc beaucoup d'entraînement. Flic-flac, saut périlleux. Ah oui, beaucoup d'entraînement et beaucoup de muscles. Oui, parce que bon, c'est la base. On apprend les bases. Les bases, c'est quoi? Par exemple, la première chose qu'on apprend quand on est jeune artiste chez nous, c'est marrant, mais c'est le grand écart. Ah oui. Parce que on dit que sur n'importe quelle cascade, si vous savez faire le grand écart, on s'en sortira toujours. On s'en sortira toujours sans se faire du mal. D'accord. Ah oui. C'est une bonne recette. Parce que forcément, ça induit une souplesse. Une souplesse. Les gens, mais quand on va... Et quand ils sont jeunes, en plus, ils ont beaucoup plus de facilité à faire le grand écart qu'à notre âge. Que nous. Enfin, nous, on pourrait essayer, mais c'est à nos risques et périls. On va pas descendre bien loin. Non, on n'ira pas très loin. Et est-ce que vous avez fait du trapèze ici? J'ai fait ici, oui, j'ai répété le trapèze volant ici. Oui. Ah oui. Oui, avec un de mes cousins, oui. Ouais. Incroyable, le trapèze volant. Oui. D'accord. Avec Jacques Alizé, qui était un des meilleurs trapézistes français. Et de la magie aussi? Oui. Vous avez été magicien, donc acrobate, trapéziste, magicien, dresseur de fauves, jongleur. Oui, j'ai présenté les chevaux aussi. D'accord. Parce qu'avant d'attaquer les fauves, j'ai d'abord présenté les chevaux, une cavalerie, 16 chevaux, oui. 16 chevaux qui ont tourné ici? 16 chevaux, et puis oui, avec lesquels j'ai été en Angleterre aussi. Ah oui. Travaillé pendant 6 mois. Et vos deux enfants, vous leur avez insufflé cette envie, cette passion? Alors chez nous, les enfants décident de ce qu'ils veulent faire. On leur dit pas vous allez faire du cirque parce que tout le monde en fait. Hein. Ouais. Mais s'ils veulent faire docteur ou quoi que ça, on va pas les empêcher, on va même les aider s'ils veulent le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'on les vaccine un peu de bonheur. C'est ça. Parce que quand on fait les finales et tout ça, d'ailleurs si vous venez au spectacle Bouglione, vous allez voir qu'il y a tous des petits jeunes qui font le final avec le reste de la famille. Mmh. Voilà. Et l'écriture d'un spectacle de cirque, elle est assez proche de celle d'une écriture de film ou d'une écriture d'émission de télé. Il y a un début très fort toujours. Hein, bien sûr. Et ça a à voir avec le rythme. Expliquez-nous. Le rythme est très important parce qu'une fois que vous avez capté l'intention du public, il faut pas le relâcher. C'est ça. Et ça, c'est très important. Et pour ça, il faut donner du rythme au spectacle et surtout la conception, le montage des numéros qui s'enchaînent. Il faut que ça soit crescendo, un moment fort au début, après un petit peu plus poétique. Et après, en deuxième partie, là, les numéros s'enchaînent et montent en puissance. D'accord. Et échappée belle, prenez-en de la graine. Hein. Très fort au début. Oui. Ça se passe comme ça, le montage? On va mettre plus de fauves, nous aussi. Hein. On va peut-être mettre plus de trapèzes et de fausses dans notre émission. On va y penser. En tout cas, j'en profite d'ailleurs pour saluer toutes les équipes qui travaillent sur ce programme. C'est vrai. Et qui font un travail exceptionnel. Et remercier Daniel de sa confiance et te féliciter aussi d'avoir animé brillamment pendant 3 jours tout ce plateau. Et on félicite Thierry Bouglione de nous avoir reçu. Surtout, voilà. Parce que c'était pas évident. Dans cet écrin, ce patrimoine du cirque français. Oui, c'est vrai. Daniel, prochain voyage, ce sera où? Après tout ce qu'on a vu là au Salon du Voyage Insolite? Je vais dormir 2-3 jours. D'accord. C'est pour commencer. J'irai bien en Italie.
On va Ouais. voir. D'accord. L'Espagne aussi, l'Italie. Bien sûr. On a reçu l'Arizona aussi. Oui, La Louisiane. La Louisiane qui avait des idées et des propositions insolites très 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 surprenantes évidemment. Avec l'idée par exemple de découvrir la tombe de Nicolas Cage, l'acteur américain, qui comme vous le savez n'est pas mort, mais qui a fait créer son mausolée qu'on peut visiter donc à la Nouvelle-Orléans, et aussi plein de propositions, dormir dans une maison hantée, enfin des choses assez extraordinaires. Et vous, Thierry Bouglione, est-ce que vous avez des projets de voyage? Est-ce que vous avez le temps en ce moment? Oui, bah oui. Oui. Beaucoup certain. plus. Oui, parce que par exemple. Le trapèze, c'est fini. Non, oui, heureusement. Surtout pour le public, pas pour moi. Mais C'est ça. je veux dire, oui, bien, certainement. Bah, cet été, on va sûrement partir. Je sais pas encore où. Vous savez pas encore où? Non. Et quel genre de voyageur quand vous partez, vous êtes, vous? Plutôt découvreur, curieux? Ou plutôt cool, on se laisse Ça dépend. bercer? Il faut que le pays ou la ville m'intéresse. À ce moment-là, je suis prêt à beaucoup plus attention, bien sûr. Ah oui. Et j'essaye de découvrir, moi, qu'est-ce qui s'y passe. D'accord. Les lieux à visiter, quand même. Oui, bien sûr. Je sais que Zaz va jouer ici bientôt. Oui, cet hiver. Il y a d'autres dates importantes, grandes dates. Enfin, de toute façon, ça n'arrête pas. Oui, ça n'arrête pas. J'ai pas le planning en tête, mais ça. Il faut savoir que le cirque d'hiver, lui, il reprend son activité cirque. Oui. De Au quand mois d'octobre. Octobre. D'où le nom, le cirque d'hiver, et il joue Obligé. à partir du mois d'octobre et jusqu'à début mars. Et donc là, vous savez déjà quel est le prochain programme. Oui, là, normalement, il s'est bouclé sur 3 ans. Ah ouais. Oui. Et donc vous avez le thème. Non, on n'a pas encore le thème, mais les artistes sont déjà bouclés. Ils sont déjà bookés. Oui, Ce bien sont sûr. des gens que vous allez chercher dans le monde entier. Oui, j'ai un de mes cousins qui s'occupe de ça, et c'est lui qui va voir les numéros, parce qu'on reçoit beaucoup, évidemment, de DVD ou de... Bien sûr. C'est Mais, une marque connue dans le monde. Bah, passer au cirque d'hiver, oui. Ça Ouais. vous fait une réputation. Si vous êtes Absolument. passé au cirque d'hiver, c'est que vous êtes classé dans les meilleurs, quand même. C'est comme le Moulin Rouge ou c'est l'équivalent Voilà. pour le music hall. Ou quand les chanteurs, ils passent à l'Olympia. Bien sûr. J'avais une petite question pour Thierry. Toi qui es passionné par les fauves, tu as consacré ta vie à ces animaux-là. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller les voir dans leur espace de vie Naturel. en safari, Tanzanie, Kenya ou autre part Alors, comme ça? Tu as eu cette occasion-là? c'est un de mes futurs voyages, celui-là. Ah. Oui, parce que j'ai pas encore eu vraiment le temps d'y aller, Ouais. mais c'est un des futurs voyages que je voudrais faire, oui, bien sûr. Il faut Ouais. pas oublier que Thierry est un vrai amoureux des animaux et Ah des oui, c'est fauves pour et ça. qu'aujourd'hui il élève brillamment 2 chihuahuas. C'est vrai. Oui, ça m'a. Enfin, c'est Il y les a chihuahuas moins de ma femme et ma fille, mais bon. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et de nous avoir ouvert les portes du cirque d'hiver, Thierry Bouglione. Avec plaisir. Merci Jérôme Pitorin d'avoir été le parrain du Avec premier plaisir. salon du voyage Un insolite. honneur. Et merci Daniel Benchimol d'avoir organisé cette belle manifestation auquel personne n'y avait pensé avant. C'est un peu comme les cirques d'hiver, on fait des choses inédites et on espère qu'on aura le même succès. Merci à tous pour cette belle émission et ça continue sur Sud Radio bien évidemment et on se retrouve la semaine prochaine à 17h pour La France à découvrir. Salut!